bonjour à toutes et à tous. Alors, je préfère me lever pour vous voir, c'est bien plus agréable, puisque quand même, il s'agit avant tout de communiquer sur un sujet éminemment politique et territorial qui est celui de cette monnaie locale, notre monnaie locale. Je ne connais pas le contenu de l'intervention que l'on va entendre dans quelques instants. J'en connais simplement la thématique. Le sujet de la monnaie locale est un sujet éminemment politique et éminemment territorial. Et que, de ce point de vue, si une collectivité ne décide pas d'appréhender le sujet avec conviction, il y a peu de chances, effectivement, qu'il puisse se développer. Ça ne veut pas dire pour autant que parce que la collectivité est impliquée dans le process, que tout se passe bien. Évidemment pas. Condition nécessaire, mais certainement pas suffisante. Pourquoi nous avons, en ce qui nous concerne, et la ville de Bayonne et la communauté d'agglomération, considéré qu'il fallait entrer dans cette démarche, c'est que tout simplement nous étions les uns et les autres convaincus que une grande partie des flux économiques et donc monétaires passe par la commande publique. Elle passe par l'action publique. Et que si on veut en effet que on puisse avoir un développement d'une monnaie locale, certes il faut que certaines entreprises y adhèrent. Il ne faut pas que ce soit que des entreprises militantes. C'est très bien, mais il ne faut pas que ce soit que des entreprises militantes. Il faut que ces entreprises aient aussi le sentiment, ce faisant, de participer à cette économie circulaire. Donc il faut convaincre. Ce n'est pas forcément ce qui est plus facile, parce que lorsqu'on est confronté, nous les élus, à devoir développer des politiques publiques de plus en plus nombreuses, avec, il faut le dire, de moins en moins de moyens, eh bien, lorsqu'on est confronté à ça, bien évidemment, on est aussi dans l'idée de faire en sorte que on puisse mettre en œuvre des politiques publiques dont on pense qu'elles pourront se développer dans les meilleures conditions possibles. Et aujourd'hui, il faut croire que nous avons eu raison, puisque d'une part, un certain nombre de collectivités, et pas seulement celles de la ville de Bayonne, et bien d'autres, de plus en plus d'ailleurs, demandent des renseignements pour pouvoir adhérer à ce système, et que nous essayons de mettre en place le plus souvent possible des paiements en LEJCO et des dépenses également en LEJCO. Alors, ceci, je vais terminer là-dessus parce que ça permet de faire la transition avec le fait que ce sujet est éminemment politique. Cela ne se fait pas avec la bénédiction de l'État. Vous avez beau avoir une loi, dont vous parlerez dans un instant, qui dit des choses certes très claires, et pour autant, vous pouvez avoir des tas de difficultés dans la mise en œuvre. Et on a tout eu. Il n'y aura pas une volonté politique, et bon, tout le monde le sait ici, on n'en serait pas là. Le préfet s'y a opposé à cette mesure. Il a trouvé 1000 raisons pour retoquer la délibération que nous avions l'intention de mettre en place. Bon, ça a été même jusque devant les juridictions. On a fini par trouver un accord, car personne n'avait envie, et surtout pas l'État, que cette affaire fasse jurisprudence et montre que l'État est en train de remettre en cause finalement la loi sur l'économie sociale et solidaire, puisque aussi bien les monnaies locales sont un des volets de cette loi ESS. Alors, donc c'est bien un sujet politique. Et ce qui est important pour les territoires, et le président du conseil régional de Normandie, qui m'avait appelé il y a quelques mois de ça, lui qui se posait la question aussi à l'échelle de sa région, de mettre en place la monnaie locale, eh bien, j'avais raconté bien sûr les quelques
péripéties que nous avions vécues, malgré le poids politique qu'il représente en France, eh bien, il a eu les mêmes difficultés. Ce qui veut donc dire que nous sommes encore dans un système où on n'accepte pas nécessairement des innovations de cette nature. Alors je termine en disant que ce qu'il faut avant tout, bien sûr, c'est être militant au sens de avoir une volonté politique affirmée. Ce qui est important aussi, c'est ensuite de donner de l'efficacité à la chose, que bien sûr, il faut convaincre de plus en plus de personnes de prendre des EUSCO, de s'en servir, de prendre la carte. Il faut dire aussi que vous avez, beaucoup modernisé les choses et rendu, si vous voulez, cette monnaie aussi, pas seulement locale, mais assez moderne. Enfin, avoir en tout cas la même modernité que les monnaies nationales, et que ceci, évidemment, aide beaucoup à faire comprendre à la population qu'il faut adhérer. Voilà, donc moi je suis comme vous à écouter avec beaucoup d'attention la conférence universitaire qui nous fait l'honneur d'être venu jusqu'à Bayonne dans le cadre de cette journée de l'EUSCO. Je vous remercie. Juste, j'étais chargé de préciser deux choses que j'avais oubliées. D'une part, la conférence sera suivie d'un petit buffet à la fin de la conférence, juste à côté. Et d'autre part, nous nous permettrons de faire passer une couche. Voilà, pour ceux qui peuvent et veulent participer aux frais en fin de conférence, on vous fera passer la couche. Voilà, mais on prend aussi les euros. Merci. Alors, merci beaucoup de m'avoir sollicité pour intervenir ce matin. Alors, je vais effectivement parler de ce rapport entre monnaie et politique, avec cette interrogation dans l'intitulé de la conférence, une monnaie, un projet politique, point d'interrogation. Je vais le faire avec un regard d'universitaire, donc d'une manière peut-être un peu particulière, d'universitaire en sciences sociales. Je suis économiste de formation, mais pour moi l'économie est une des sciences sociales dont on dispose, aux côtés d'autres, y compris la science politique, l'anthropologie, la sociologie, etc. L'économie pour moi n'est pas une discipline complètement séparée du reste, comme trop souvent elle tend à l'être. Alors je vais démarrer peut-être en distinguant trois formes de politique, du mot politique, trois sens du mot politique, parce que ça me sera utile, je crois, dans cette présentation. Il y a la politique, d'abord, qui renvoie au débat sur, pour le dire de manière très très générale, un débat sur les règles de vie en société. Il y a aussi les politiques, au sens des mesures, des actions qui sont prises par des gouvernements ou des exécutifs. Et puis il y a le politique, qui renvoie au fond à tout ce qui touche aux règles de vie en société. Et c'est autour de ces points-là, en fait, essentiellement autour des politiques, donc des actions susceptibles d'être mises en place, et puis du politique au sens de tout ce qui touche aux règles de vie en société, que je vais parler moi. Alors, la monnaie, beaucoup aujourd'hui la connaissent. Alors, on la connaît au quotidien, bien entendu, mais beaucoup la connaissent par ce qu'on en dit au lycée et puis à l'université ensuite. Et ce qu'on en dit au lycée puis à l'université, c'est d'abord le fait que la monnaie, ça remplit des fonctions. Donc c'est quelque chose de technique, finalement, d'assez instrumental. Ce sont des outils qui permettent de régler des transactions, qui permettent de conserver la richesse d'une période sur une autre. Et c'est un outil, c'est une unité de compte. Ça permet de fixer des prix, de fixer des dettes, etc., de donner des montants monétaires à des choses qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un premier aspect. Et de là, on a du mal à saisir s'il y a effectivement des dimensions politiques dans cette affaire. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est directement issu du précédent, qui est quelle forme ça prend. Concrètement, voilà, sous quelle forme va-t-on réaliser des transactions, quels outils on va utiliser. Et donc, à nouveau, intervient l'idée d'outils et puis de technologie. Certaines relativement anciennes, le papier, c'est pas tout à fait nouveau, mais qu'on fait évoluer au fil des décennies avec de nouvelles techniques de protection, par exemple, etc.
Alors là encore, on a du mal à voir s'il y a vraiment des dimensions politiques dans cette affaire. Et puis la monnaie, ça renvoie quand même à la Banque centrale. Et on ne peut pas imaginer aujourd'hui un pays sans une monnaie, même si cette monnaie peut être l'euro, par exemple. Donc ce n'est pas la monnaie spécifique ou propre à la France, mais c'est la monnaie propre à un assemblage d'États qui eux-mêmes sont souverains. Donc il y a deux choses en fait qui apparaissent, la souveraineté et la Banque centrale, qui est en fait une institution qui reçoit une forme de délégation de souveraineté de la part des États. Que ce soit la Banque de France jusqu'en 1999, l'introduction de l'euro, ou la Banque centrale européenne depuis 1999. Alors, quand on parle de banque centrale et de souveraineté, là, on voit nettement mieux apparaître les dimensions politiques. Il y a une dimension d'expertise, de régulation, de savoir très précis, très technique, et de décisions de politique monétaire prise au jour le jour. Ça, c'est la Banque centrale qui le fait. Et donc, on est dans les politiques, dans l'action que peut mettre en place une banque centrale. Et puis, il y a évidemment la question de la souveraineté. Et là, ça renvoie d'emblée au sens le plus haut et le plus large du mot politique, c'est le politique, tout ce qui touche aux règles de vie en société. Et donc, par définition, j'allais dire, sans pour l'instant parler de monnaie locale ou autre, ou de monnaie alternative, la monnaie engage des dimensions politiques qui sont des dimensions très importantes. Je reviendrai tout à l'heure, pour finir, en fait, sur la question de l'indépendance des banques centrales, parce que c'est une question qui aujourd'hui est importante. On en parle moins parce qu'elle est dans les faits au quotidien, mais elle est une dimension essentielle. Et cette indépendance des banques centrales est censée nous faire penser, nous faire croire que la monnaie n'est plus ou ne doit pas être un sujet politique précisément. Donc je conclurai là-dessus. Alors, du point de vue des sciences sociales, puisque c'est mon regard, la monnaie entendue sous un angle non exclusivement instrumental, bien oui, on le voit très bien. On a des termes pour ça. On utilise parfois l'expression de Marcel Mauss que lui a utilisée pour le don, pour qualifier le don, c'est-à-dire un fait social total. La monnaie, comme le don pour Marcel Mauss, est un fait social total, au sens où c'est un phénomène qui mobilise, sinon toutes les dimensions de la vie en société, du moins un grand nombre de ces dimensions. Et de fait, il suffit de réfléchir quelques secondes sur l'usage que l'on a de la monnaie, qui est un usage au quotidien, dans des circonstances extrêmement variées et complexes, qui vont de l'achat d'une baguette de pain jusqu'à des indemnités de justice, en passant par le paiement de l'impôt, etc. Donc et puis les dons, les étrennes, etc. Donc on a tout un ensemble de pratiques qui sont extrêmement diversifiées, qui ne sauraient se résumer au seul échange marchand, même si, évidemment, d'un point de vue quantitatif, l'échange marchand, la transaction marchande, est ce qui mobilise le plus fréquemment la monnaie. Alors, pour avancer sur cette idée-là, je vais reprendre une métaphore qui est utilisée par un anthropologue, Keith Hart, et puis un économiste, Bruno Terré, qui est celle de la pièce. Voilà, une pièce de monnaie, ça a, nous dit cet anthropologue, Keith Hart, un côté pile et un côté face. Et ça a deux sens différents. Bruno Terré rajoute une troisième dimension, c'est-à-dire que la pièce, si vous la regardez non pas de côté pile mais de côté face, a une tranche. Et cette tranche nous dit quelque chose aussi. Alors, le côté face, c'est une métaphore bien sûr. Le côté face, c'est la question de la souveraineté qui apparaît. Et c'est là où on va notamment travailler la question des symboles que l'on mobilise pour représenter ce qu'est la monnaie et ce qu'est la communauté dans laquelle la monnaie doit être utilisée. Et donc, le projet politique, en fait, s'exprime déjà au travers des symboles qui sont utilisés pour exprimer cette souveraineté et la nature de la communauté dans laquelle cette monnaie circule. Si vous regardez des billets euros, vous aurez le projet. Je pense qu'on a quelque chose là qui est symbolisé dans
représentations qui sont portées par les billets en euros. C'est-à-dire qu'on a en fait des éléments qui symbolisent des formes de circulation. Des ponts, vous avez des ponts, vous avez des portes, mais ces portes sont faites pour être franchies. Alors, donc on a en fait un projet ici qui est un projet de nature politique, bien sûr, parce que c'est un choix politique d'avoir construit cette zone euro. Et ce projet est d'abord un projet de circulation marchande dans l'ensemble des États qui composent cette zone. Le projet, c'est une circulation sans entrave. Je pense qu'on peut le formuler de cette manière. Circulation des biens, des services et des capitaux sans entrave. Ça a été associé à un moment donné à une circulation aussi des personnes sans entrave. Et puis, il y a quelque temps, on est revenu partiellement sur cet aspect-là. Bon. Alors, dans bien d'autres circonstances, sur bien d'autres monnaies que l'euro, et en particulier sur des monnaies locales, on utilise d'autres représentations. Et on va représenter notamment des personnes ou des personnages emblématiques. On va représenter des paysages emblématiques. On va représenter des scènes du quotidien. Sur certaines monnaies locales, c'est quelque chose qui se fait, notamment, je pense à une monnaie locale qui se trouve en Bretagne, qui s'appelle le galet. On a des scènes de la vie quotidienne qui sont dessinées et qui disent quelque chose de la nature du projet politique porté par ces monnaies locales. Donc ça, c'est le côté face de la pièce. Et puis il y a le côté pile. Sur le côté pile, vous avez la quantité, la quantification de la pièce, c'est-à-dire combien ça vaut. Donc c'est du nombre, c'est du chiffre, mais en même temps, ce n'est pas du chiffre dans l'absolu. Ça signifie quelque chose parce que c'est, par exemple, 10 euros ou 10 eusko, c'est-à-dire qu'on a utilisé là une unité de compte dont on a défini le nom, qui n'est pas innocent, qui a un sens. Je viens de Lyon où la monnaie locale s'appelle la gonette et ça renvoie c'est un dérivé du mot gonne qui signifie en patois lyonnais le gamin, le garçon. Euro, eusko, je suis désolé de faire ce parallèle. Vous avez à peu près la même idée, c'est-à-dire que vous prenez l'Europe et vous avez l'euro, vous prenez euskadi et puis vous avez l'eusko. On a donc un sens qui est quand même assez important là-dedans. Et puis, sur quoi se base cette valeur? Évidemment, là aussi, le projet politique peut intervenir, mais je vais reparler de cet aspect un petit peu plus loin. Et puis, la troisième dimension, donc, quand vous regardez la pièce, c'est la tranche. Alors, la tranche, qu'est-ce que ça signifie, au-delà de juste l'observation de cette tranche? Pour Bruno Terré, c'est l'émission. C'est-à-dire que c'est ce qui va conduire à mettre en circulation la monnaie. Et la question qui se pose, c'est pourquoi mettons en circulation de la monnaie? Dans quelles circonstances le fait-on? Sur la base de quelles règles? Qui a le droit d'émettre de la monnaie? Tout ça, ce sont des choix qui sont éminemment politico-techniques. Il y a une dimension technique, bien entendu. C'est-à-dire que le choix, par exemple, qui guide nos économies aujourd'hui, selon lequel ceux qui émettent la monnaie, ce sont les banques commerciales, c'est le résultat de nombreuses décennies de tâtonnements, d'avancées, et de délégation de manière exclusive de la souveraineté monétaire en matière d'émission à ces acteurs qui aujourd'hui sont pour la plupart privés, que sont les banques commerciales. Donc sur la question des règles, et par définition c'est quelque chose de politique, au sens où on ne peut fixer des règles en dehors d'une réflexion politique. Et même les économistes dont je suis, mais même les économistes qui, depuis plusieurs dizaines d'années, avancent l'idée, dont je ne suis pas pour le coup, mais selon laquelle il faut gérer la monnaie par des règles en dehors de toute décision politique pour éviter que la monnaie soit soumise aux aléas de la politique, dans le premier sens du terme, eh bien ça, c'est déjà politique. Les économistes font des réflexions techniques à ce sujet, mais la mise en œuvre éventuelle de ces conclusions techniques d'économistes, c'est une mise en œuvre par définition politique. Et elle n'est pas innocente, au sens où, aujourd'hui, la manière dont
on gère la monnaie au plan national ou européen, par exemple, est une manière qui est fondée sur un objectif de stabilité monétaire. Alors ça, les économistes avancent beaucoup d'arguments pour dire oui, il faut maintenir la stabilité monétaire, etc. Un peu moins d'arguments pour dire ah ben, la stabilité monétaire, c'est à peu près 2% d'inflation. Simplement, ça a des conséquences sociales, dans la mesure où un certain niveau d'inflation ou une certaine évolution des taux de change, par exemple, ça a des effets sur les rapports entre créanciers et débiteurs. Une monnaie pour laquelle il n'y a pas d'inflation, c'est une monnaie, c'est un système monétaire qui favorise les créanciers au détriment des débiteurs. Ce qui s'entend, hein, mais voilà, d'un point de vue de la répartition des richesses et de l'évolution de cette répartition, ça a des effets qui sont potentiellement très forts. Au contraire, si vous admettez ou si vous cherchez autre chose que la simple stabilité monétaire, enfin simple, j'enlève ce mot, mais et si vous, par exemple, vous laissez filer un petit peu les taux d'inflation au-delà de 2%, c'est un peu plus favorable aux débiteurs. Alors, on peut se dire, ouais, c'est pas bien parce que les débiteurs, il faut qu'ils remboursent. Bien sûr. Bon, alors on peut discuter de plein de choses, mais il y a un élément clé du point de vue des dynamiques de long terme de l'économie qui sont que les débiteurs, ce sont d'abord des investisseurs. C'est-à-dire ce sont des gens qui s'endettent pour investir et donc qui participent à la dynamique de long terme de l'économie. Et donc on a aussi un intérêt à ce que les débiteurs, du strict point de vue des dynamiques de long terme, à ce que les débiteurs ne soient pas trop grevés par des taux d'intérêt très importants. Bon, alors voilà, les trois aspects. Alors je voulais avancer sur cette dimension où se trouve la politique, plutôt, les dimensions politiques dans la monnaie, avec un autre triptyque. Donc j'ai pris cette métaphore de pile, face, tranche. En économie conçue comme une science sociale, on a aussi un autre élément qui a été construit il y a une quinzaine d'années, un autre élément analytique, qui est la question de la confiance. C'est-à-dire, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que c'est que cette confiance qui est essentielle aux monnaies, au fonctionnement des monnaies. Si on n'a pas confiance en une monnaie, c'est quelque chose qui pose véritablement des problèmes, puisque la monnaie est quelque chose qui nous relie tous, et donc dans ce cas, on n'a plus confiance dans quelque chose qui nous relie tous. Donc il y a quelque chose qui ici, une situation qui est potentiellement désastreuse. Donc qu'est-ce que c'est que la confiance dans la monnaie? Plusieurs économistes, dont Aglietta et Orléans, nous disent qu'il y a trois formes de la confiance. C'est assez utile parce que ça permet d'identifier ou de caractériser plus finement ce que c'est. Une confiance méthodique, une confiance hiérarchique et une confiance éthique. La confiance méthodique, c'est l'observation ordinaire que ça marche. C'est-à-dire que je peux utiliser mes euros au quotidien et qu'on ne me les refuse pas, qu'on me rend la monnaie, etc. Du point de vue de l'euro, ça fonctionne très bien. Ça pourrait être mis en cause, par exemple, par beaucoup de fausses monnaies. Bon, ce n'est pas le cas, il y en a, mais ce n'est pas quelque chose qui est très répandu sur l'euro. Alors, pour parler des monnaies locales, la confiance méthodique, quelque chose là qui est difficile à construire, parce que il faut, là je parle sous le contrôle, bien sûr, notamment des gens de l'EUSCO ici présents. C'est-à-dire, pour développer l'usage d'une monnaie, il faut que les gens l'acceptent, et pour qu'ils l'acceptent, il y a notamment cette première idée, c'est est-ce que moi qui l'accepte, est-ce que je vais pouvoir la réutiliser? Est-ce que je vais pouvoir en faire quelque chose? Et donc il y a un point de départ qui peut être un peu compliqué là. Et puis au fil des mois, voire des années, ces habitudes s'enracinent, on constate au quotidien que ça fonctionne. Et donc on a un peu plus confiance du point de vue méthodique dans ces monnaies locales. Il y a une deuxième dimension qui est une dimension hiérarchique de la confiance. La confiance hiérarchique, c'est le fait qu'on n'a pas de système monétaire, que ce soit au niveau de la zone euro ou que ce soit au niveau d'une monnaie locale, sans organismes émetteurs et régulateurs. C'est la Banque centrale, évidemment,
Dans le cas de l'euro, c'est l'association Euskal Moneta, dans le cas de l'EUSCO. Et là, il y a de grands enjeux, à savoir si on peut avoir confiance dans l'organisation qui gère et qui chapeaute tout ce système. Dans le cas de la zone euro, on a eu quand même de grosses inquiétudes il y a quelques années avec les problèmes de crise de la zone. Alors, comme conséquence en fait d'une multitude de crises qui s'enchaînaient, et notamment de la crise grecque, avec la question est-ce que la Grèce va devoir sortir, est-ce qu'il faudrait la faire sortir, est-ce que la sortie va être violente ou pas, etc. Et au final, à ce jour en tout cas, la Banque centrale européenne s'est bien débrouillée. Elle a mis en place à un moment donné une politique d'assouplissement quantitatif, sur lequel, si vous voulez, on pourra revenir, mais en disant, notamment, Mario Draghi a déclaré, avant de mettre ça en place, on fera tout ce qu'il faut pour régler le problème, whatever it takes. Et du point de vue de la communication de banque centrale destinée aux acteurs sur les marchés financiers notamment, ça a été extrêmement efficace. Donc, du point de vue de la confiance hiérarchique, ça s'est assez bien passé, finalement, malgré les difficultés économiques importantes. Du point de vue des monnaies locales, je dirais que cette confiance hiérarchique est assurée par le fait qu'il y a une parité entre l'unité des monnaies locales et l'euro, et que chaque unité émise en monnaie locale l'est à partir d'une réserve, enfin d'un équivalent euro qui est mis en réserve et doit être présent pour être mobilisé lorsqu'il y a des reconversions. Donc ça, c'est un point clé qui assure la confiance hiérarchique, la dimension hiérarchique de la confiance dans les monnaies locales, avec évidemment des limites que ça construit, puisqu'on ne peut pas émettre plus que les euros qui sont en réserve. La troisième dimension qui nous fait revenir aux politiques, c'est la dimension éthique de la confiance. Et là, Aglietta, Orléans et autres nous disent la confiance éthique, c'est l'adhésion dans les valeurs qui sont portées par la monnaie. Les valeurs pas pécuniaires, les valeurs sociales, les valeurs, c'est la dimension éthique de la confiance. Hein. Et donc, c'est l'idée selon laquelle la monnaie est inscrite dans un système de valeurs et où la monnaie porte un projet politique. Elle est construite par un projet politique. Et elle permet de construire en même temps, ou de renforcer, etc., ce projet politique. Et par conséquent, toute monnaie, pour circuler, pour être acceptée, doit relever d'une de ces formes, ou d'une combinaison de ces formes de confiance. Et la confiance éthique, pour le coup, a une dimension qui est particulièrement importante, parce que ce sont les éléments ultimes, en quelque sorte, qui justifient l'acceptation d'une monnaie. Alors, si on regarde les monnaies locales, dans la totalité ou la quasi-totalité des cas, j'ose pas dire totalité parce que j'en suis pas sûr, mais je pense que on n'est pas loin, il y a des chartes. En construisant le projet de monnaie locale, on définit des chartes qui sont appelées des chartes de valeurs. Et donc on liste les valeurs à partir desquelles on va pouvoir construire le projet. Et ce travail de définition, de rédaction de la charte et de définition des valeurs est un travail préalable, qui souvent arrive assez tôt dans le développement des projets, qui peut prendre pas mal de temps, et qui est extrêmement important, puisque c'est vraiment le fondement du projet qui suit. Et cette charte des valeurs peut ensuite être mobilisée de manière plus matérielle, plus concrète, si on peut dire, par des comités d'agrément, qui vont être les comités, les assemblées d'adhérents particuliers, prestataires et autres, par lesquels on va sélectionner ou accepter tel ou tel prestataire pour le faire entrer dans le réseau. Et donc là, on a une dimension de mise en valeur, de mise en marche, d'activation plutôt des valeurs qui ont été définies finalement dans le projet. Et ça, c'est la grande force des monnaies locales, hein, c'est d'avoir, avant de lancer en circulation la monnaie, c'est de construire un projet avec des valeurs et donc des objectifs, et qui, par définition, est un projet politique, hein, dans le troisième sens que j'ai indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire le politique,
qui renvoie à l'ensemble des règles de vie en société. La monnaie locale est construite pour servir une certaine modification, une certaine transformation des règles de vie en société, compte tenu des valeurs qui sont définies par l'association fondatrice. Alors, évidemment, j'ai bientôt fini, mais quand ces formes de la confiance ne sont pas toutes ensemble présentes, on peut avoir des situations de crise. Et il est important que ces trois formes de la confiance puissent être effectivement réalisées ou ressenties, confusément peut-être, hein, mais par chacun d'entre nous, pour éviter qu'il puisse y avoir une défiance à l'égard des banques, une défiance à l'égard de la Banque centrale, une défiance à l'égard de nos partenaires dans les transactions parce qu'on pense que notre monnaie ne va pas être acceptée par eux, ou parce qu'on risque de nous refiler de la fausse monnaie quand on réalise une transaction. Voilà. Et l'absence d'adhésion au projet politique porté par la monnaie est potentiellement aussi une source de crise importante. Je voudrais finir avec cette idée de dépolitisation de la monnaie, hein, que l'on voit finalement dans les banques centrales indépendantes, dans l'indépendance des banques centrales telle qu'elle a été construite alors depuis l'après-guerre, puisqu'en Allemagne c'est assez tôt, en France ça arrive en 1992 comme un élément permettant d'avancer dans le projet de monnaie unique européenne, et puis la Banque centrale européenne telle qu'elle est créée. Et c'est autour de cette idée d'indépendance. C'est indépendance à l'égard de toute politique, et de tout gouvernement ou de toute action politique conduisant à orienter l'activité de la Banque centrale. Cette indépendance ne donne pas toute possibilité à la Banque centrale, hein, puisque elle-même, elle est tenue par ses statuts. Dans les statuts de la BCE, comme dans les statuts de toute autre banque centrale, vous avez des objectifs. Quels objectifs sont poursuivis par la Banque centrale? Pour la BCE, c'est un objectif de stabilité monétaire qui s'exprime par un taux d'inflation inférieur ou égal à 2%. Donc, ça signifie qu'on a construit les statuts. Construire des statuts, on le sait aussi quand on monte une association, que ce soit Euskal Moneta ou d'autres, hein, c'est le résultat d'une réflexion politique au sens où on définit le projet qui va être porté par l'association. C'est la même chose pour les banques centrales. Et donc une banque centrale indépendante, ce n'est pas une banque centrale dépolitisée, c'est une banque centrale dans laquelle on a en quelque sorte sanctuarisé une politique particulière. Et cette politique particulière est la politique de préservation de l'action de la Banque centrale de toute manipulation provenant de gouvernements qui ne seraient pas en accord avec cette politique. Je ne sais pas si vous... Voilà, ça devient un peu compliqué, mais en tout cas la formulation. Hein. Et donc, il s'agit de confier une orientation politique particulière à la Banque centrale en la préservant de toute interférence d'autres politiques. Ce n'est pas une banque centrale indépendante, n'est pas une banque centrale dépolitisée. D'ailleurs, d'un point de vue économique, de théorie d'ailleurs, certains économistes qui sont un peu à l'origine du développement de ces indépendances de banques centrales expriment ça sous l'idée « rules rather than discretion », c'est-à-dire des règles plutôt que de la discrétion, de la politique discrétionnaire. Mais à nouveau, la question, c'est les règles, qui les définit? Ce sont des règles pourquoi, etc. Par définition, elles ont un caractère politique. Et donc, et je vais presque en finir là, il y a toujours une dimension politique, même quand on cherche à l'évincer. Parce qu'on cristallise finalement une politique particulière dans des règles. Et ces règles-là font office de politique. Pour finir, donc, il n'y a pas de neutralité possible dans les monnaies et dans les systèmes monétaires tels qu'on les connaît. Et
par conséquent, ça peut conduire à des contestations plus ou moins frontales, plus ou moins, et sous des formes assez variées. Dans certains cas, ça produit de la fuite devant la monnaie, hein, c'est ce qu'on appelle les crises inflationnistes, c'est-à-dire qu'il y a là un projet politique finalement de répartition de la richesse dans la société qui ne convient pas à une bonne part de la population, et ça produit petit à petit des formes de fuite devant cette monnaie au profit d'autres monnaies. Et puis dans d'autres cas, la contestation peut prendre une forme assez variée, mais de création de monnaies nouvelles. Et je pense que les monnaies locales font partie de ces formes de contestation d'un projet politique supérieur, qui est le projet politique porté par l'euro, qui est adoubé et qui a été créé par les États souverains de la zone euro. Les monnaies locales s'inscrivent dans cet élément-là de contestation, qui ne signifie pas nécessairement qu'on va frontalement contre et vouloir détruire le projet politique dont on veut se démarquer, mais que l'on va construire quelque chose à l'intérieur en fait de ce projet-là, ce qui est à la fois pragmatique, difficile de détruire quelque chose d'aussi puissant que par exemple la zone euro, mais c'est aussi une limite évidemment, puisqu'il faut s'inscrire dans les règles existantes fournies par les institutions qui gèrent les questions monétaires. Mais donc voilà, je voulais finir sur ce point qui est que la monnaie comme projet politique peut aussi produire de la contestation lorsque ce projet politique n'est pas admis par tous, et la contestation peut se traduire par l'émergence de monnaies nouvelles, et il me semble que les monnaies locales participent de ce mouvement de contestation à leur échelle, bien entendu. Voilà, merci. Merci Jérôme. Et alors, déjà, je vais proposer peut-être, pour ceux qui sont dehors, qui veulent rentrer, peut-être se mettre contre des murs pour voir un peu mieux, s'il reste un peu de place. Voilà. Et juste voilà, pour faire la transition avec Madame Bizotta qui va prendre la suite, expliquer sur le projet politique que dans monnaie locale, il y a aussi monnaie locale complémentaire. Et c'est vrai qu'il y a des choses dans l'euro qui nous vont très bien, comme le fait d'ouvrir les frontières et de relier les États et les peuples entre eux, et y compris au Pays Basque, le sud et le nord du Pays Basque. Donc ça, c'est un projet qui nous convient très bien. Il y a voilà, des fonctions qui sont remplies par l'euro qui ne sont pas remplies par la monnaie locale complémentaire. Par contre, voilà, il y a un autre projet aussi derrière. Le projet de Leuchko, on peut le résumer sans doute dans la phrase « pour un Pays Basque plus écolo, plus euskaldun et plus solidaire ». Voilà, c'est un peu notre leitmotiv. Mais en quelque part, en écoutant Jérôme, c'est cette impression-là que le projet qu'on partage, c'est celui-là. On peut regretter par contre qu'au niveau de la Banque Centrale Européenne, bon, voilà, il y a un objectif louable qui est le maintien de la stabilité des prix. C'est dommage que dans les statuts, il n'y ait pas eu le maintien de l'emploi et le maintien du réchauffement climatique sous la barre des 1,5 degré. Voilà. Parce que si elle avait mené sa politique monétaire avec ces objectifs-là, avec l'efficacité qu'elle a sur la stabilité des prix, on aurait peut-être des crises moins importantes sur ces niveaux-là. Et donc ce projet-là, on le met en œuvre au Pays Basque, en tout cas avec une grande diversité d'acteurs. Et donc la clé, c'est les entreprises, les associations, les citoyens bien sûr, chacun individuellement, et aussi les collectivités locales. Et donc je laisse la place à Martine Bizotta, donc vice-présidente de l'agglomération Pays Basque, pour parler de cette place et de la motivation des collectivités locales dans un projet de monnaie locale. Je vais me lever aussi, mais vous pouvez rester assis. Bonjour tout le monde, et Gounon. C'est un thème intéressant, et une monnaie, son rôle politique ou pas, évidemment, on a dit il est éminemment politique au sens noble, au sens de la cité, au sens des échanges entre les gens. Et je crois que ce que M. le maire a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire la place que la ville de Bayonne a voulu, sur sollicitation légère de l'association, faire en adhérant à la monnaie, en passant convention et en permettant qu'on puisse à la fois payer des services quand on est citoyen à la collectivité, mais que la collectivité puisse aussi, si c'est un fournisseur le souhaite, une association qui demande une subvention, voire des élus qui veulent que
leurs indemnités ou une part de leurs indemnités soit payée à Neuchâtel, puissent le faire. Voilà. Donc il y a eu un petit rappel que ça n'avait pas été simple, mais dès qu'on touche à l'organisation de l'État, c'est toujours un peu compliqué, mais au Pays Basque, on s'est souvent un petit peu arrangé avec ces choses-là, avec quand même quelquefois pas mal de succès. Bon, on ne racontera pas tout, mais il y a quand même notre histoire prouve que ce territoire se prend en main et a forcé un peu souvent certains interdits. Alors, le rôle de la collectivité, quand nous en sommes arrivés là, en fait, ça a été aussi de crédibiliser, voire de légitimer un peu cette monnaie locale aux yeux, peut-être en dehors des cercles militants. Parce que, bon, la mairie s'en mêle, donc cette monnaie, quel sens est là? Parce que, bon, adhérente depuis petit moment, il n'était pas rare que des amis moins près de ces choses-là me disent « Vous aimez jouer au Monopoly, quoi. » On avait l'air d'avoir une monnaie rigolote pour pas faire comme tout le monde, un petit coup de basquitude émotionnel. Déjà, l'arrivée de la carte a changé le regard. Ça devenait tout d'un coup moderne, les commerçants qui acceptaient la carte, mais bon, c'est peut-être un peu sérieux. Donc je crois que cette reconnaissance, en fait, des collectivités, la ville de Bayonne d'abord, d'autres communes aussi en Pays Basque, et de la communauté d'agglomération, fait que tout d'un coup, ça prend un autre sens, c'est plus interrogeant. Alors, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit le maire. Bon, c'est sûr qu'il y a eu un peu quelques tensions qui se sont résolues finalement par un accord. Après beaucoup de discussions, l'État sentant qu'il allait peut-être frôler le ridicule, ce qui est toujours assez ennuyeux, mais il y avait cette volonté politique qui est nécessaire, qui était celle d'aller jusqu'au bout et d'aller devant les juridictions pour faire reconnaître déjà la loi qui dit que les monnaies locales sont un moyen de paiement comme un autre. Et donc, à partir de là, comment expliquer que seule une collectivité ne pourrait pas l'utiliser? Parce qu'en fait, ça leur est complètement égal, les échanges entre les commerçants, les gens et tout ça, bon, voilà. Mais dès que c'est une collectivité, il nous était renvoyé que ce n'était pas possible. Alors, pour compléter un peu et puis pour ne pas redire ce qui a été dit, moi je pense aussi que c'est un terrain ici où on a eu de la chance, la ville de Bayonne. Parce que le travail, il était fait. Le travail, il vient du terrain, il vient des militants, il vient des gens qui l'ont pensé, il vient des Scuole Moneta. Nous sommes allés derrière pour ancrer cette monnaie sur le territoire et, comme je disais tout à l'heure, une forme de reconnaissance. Mais déjà, il y avait des centaines de commerçants, il y avait, je ne sais pas combien d'adhérents, ça augmente tous les jours. D'ailleurs, on pourrait tous se donner l'idée d'ici un an, on en compte 22 et on revient l'année prochaine et enfin, Dante ne sera pas en colère. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, de se dire, moi, j'en trouve 2 d'ici un an. Ça, c'était très important. Et vous avez parlé de d'autres monnaies locales. J'ai rencontré à Genève, aux assises européennes de l'énergie, l'élu de Lille Métropole qui voudrait que leur monnaie se développe et se mette en place. On a eu une longue discussion et je mesurais le chemin. C'est pareil pour la Normandie. Hein. C'est la collectivité qui est presque... Enfin, qui est... avec une association encore relativement faible. Hein. Bon, c'est la collectivité qui est quasiment à l'origine. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. On a eu, nous, l'inverse. C'est-à-dire, on est arrivé sur un terrain qui déjà réunissait des centaines de personnes, un milieu économique. Voilà. Donc ça, c'est aussi... Alors, je vais oser le dire ici, vous, si ça sort, je saurais que c'est vous qui l'avez répété. Il y a peut-être comme un petit moteur identitaire, c'est-à-dire cette envie de faire pays, cette envie de monter des structures qui permettent, qui assoient le développement du Pays Basque. Ce moteur-là, quand il n'y est pas, ça reste souvent le fait d'écologistes peu écologistes, quoi. Voilà. Et ça ne dépasse guère ces cercles-là. Voilà. Et elle m'a raconté la difficulté, alors qu'elle avait 3 personnes avec elle, la difficulté
vous vous rendez compte si c'est les élus qui doivent aller démarcher les commerçants, alors que là, ça a été un vaste mouvement militant. Et malgré tout, la militance, au très bon sens du terme, reste quand même le fer de lance de beaucoup d'innovations, de beaucoup de créations et de beaucoup de changements pour aller aussi vers un mode de développement qui pourrait bouger. Parce que dans ce côté très politique, moi je dis les monnaies locales, elles sont là pour répondre aux défis d'aujourd'hui. Les défis d'aujourd'hui qui sont ceux de la relocalisation de l'économie, d'une économie qui est moins productrice de gaz à effet de serre, du soutien aux producteurs du territoire, d'une économie dite circulaire. Maintenant, tout le monde commence à réaliser ce que ça veut dire, c'est-à-dire c'est plus le truc qu'on produit, qu'on conçoit, qu'on produit, qu'on utilise et qu'on jette, mais c'est la production de proximité plus éco-conçu et dans un esprit de réutilisation. Donc c'est vraiment une dynamique économique pour un territoire. C'est ce que moi j'appelle souvent, ça m'est contesté, alors je vais le dire à côté de quelqu'un qui est économiste, moi j'appelle ça l'économie nouvelle. Alors on me dit non, c'est pas nouveau, etc. C'est pas nouveau, mais en fait c'est pas ancien non plus. En tout cas, c'est une autre façon de penser le monde. C'est une autre façon pour nous d'être au monde et c'est une autre façon de concevoir ces modes de développement qui feront que ce territoire a quelques années maintenant très courtes. Arrêtons de parler des générations futures, parlons de nous, c'est aussi intéressant et ça se passe ici et maintenant. Et c'est une autre façon de voir les échanges. Et là, une monnaie du pays, une monnaie non spéculative, une monnaie qui fonctionne entre les personnes d'un même territoire, elle est un plus absolument incontestable. On ne le sait pas encore assez aujourd'hui, mais je pense que d'ici 4 ou 5 ans, il y aura une évolution dans ce sens, parce que très simplement, on en a besoin. Et qu'est-ce qu'il y a de plus politique que de répondre à des besoins? Moi, je ne sais pas. Je pense que c'est ça, le politique, c'est ça la vie politique. C'est pour ça qu'on est en vie politique. Dans la vie politique, c'est aussi pour ça que des gens militent. C'est pour répondre à nos propres besoins. Voilà. Et la dernière chance de cette monnaie, j'ai parlé du fait qu'elle s'était bien installée, mais c'est la possibilité qu'on a de vivre avec. Voilà, alors, moi je suis très privilégiée, j'habite dans un quartier où j'ai le boucher, 2 boulangers, un charcutier, un fromager, une pharmacie. C'est Saint-Esprit et Bayonne. Bon, ça c'est du bol. Je ne dis pas que s'il fallait que je fasse un quart d'heure de route ou 25 minutes pour aller chercher mon pain, je le ferai forcément au quotidien. Et effectivement, plus ce réseau va percoler, va être serré, plus on aura la possibilité de faire tous les gestes simples de la vie quotidienne à Neuchâtel, et plus, effectivement, cette monnaie sera, sinon la première, on gardera encore quelques euros, mais elle nous permettra vraiment d'asseoir l'économie de ce pays, de la favoriser et de rendre un grand service à l'ensemble de la population pour ce qui est de se déplacer, d'habiter, de manger. Et c'est-à-dire les gestes les plus simples de notre vie au quotidien. Merci. Minashkar Ranitz. Alors oui, ça va sortir d'ici parce que un grand Minashkar aussi à Canal Doudé qui nous permet de capter cette conférence et qu'on mettra en ligne pour que voilà, elle puisse être aussi diffusée. Hein, donc Minashkar Canal Doudé. Et du coup, je vais quand même répondre à ce point sur l'identité parce que ça, c'est quelque chose qui je trouve est un frein sur pas mal d'autres monnaies locales. Non pas le frein de ne pas avoir d'identité, le frein de ne pas avoir de ressort identitaire, le frein de penser que c'est ça la cause principale. En fait, la chance qu'on a, c'est d'avoir une identification de la monnaie à un territoire. Ici, au Pays Basque, on sait ce qu'est notre territoire. On sait quand on est au Pays Basque, qu'on est 50 mètres à côté. On sait où on habite. Il y a beaucoup de territoires en France qui n'ont pas cette chance d'avoir un territoire bien identifié. Parce que les territoires, en fait, qui étaient historiques de l'ancien régime, quelque part, ont été cassés par la création des départements avec des frontières qui ont bougé et des noms qui ont changé. Et les gens ont un peu perdu le lien à ce territoire. Et je pense, et c'est ce que j'explique à beaucoup de monnaies locales, que c'est le fait d'avoir une monnaie qui circule sur un territoire non identifié qui pose aussi difficulté à ces monnaies locales d'autres territoires. Et on a reçu, parce qu'on a créé un institut de formation, Institut des monnaies locales, qui permet de former d'autres structures qui viennent. Il y en avait 9 monnaies locales, 25 personnes à Bayonne en décembre. Et on a posé cette discussion de façon que j'avais presque incidente, et on a passé 3 heures dessus. On leur a demandé quel est votre territoire. Et là, le tour de table, il a pris beaucoup plus de temps que prévu.
parce qu'il y a une grosse difficulté à définir leur territoire. Et du coup, leur ancrage au territoire et les partenariats qu'ils définissent. Donc voilà, là, il y a une vraie question de fond, c'est sur quel territoire on est. Donc, au Pays Basque, on a la chance d'avoir un territoire bien défini. On a aussi la chance, ça c'est sûr, d'avoir des réseaux militants et une habitude de l'engagement collectif qui est très forte. Ça, c'est vrai. Mais ça peut aussi se créer ailleurs. Et c'est cette envie, ce savoir qu'on essaie de diffuser aussi à d'autres territoires. Voilà. Et voilà, donc on trouvait bien aussi de laisser un temps pour des échanges avec vous. Donc, on va faire passer les micros pour que vous puissiez poser quelques questions. Et puis, tant que j'y suis, je vais faire passer la couche, puisque je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est le moment. Voilà. Donc, ce sont vos possibilités. Milesh Karanitz. Alors, voilà, temps de choix. Question donc d'une entreprise qui a adhéré très récemment à l'ESCO. Donc, la difficulté pour une entreprise, c'est de payer un ESCO. D'une part, les salariés, il faut leur demander l'autorisation, bien sûr, bien évidemment, et il n'est pas question de leur donner la paye entière à un ESCO. Ils auront des problèmes de liquidité. Mais c'est aussi les fournisseurs, c'est aussi donc l'URSSAF, les impôts, l'énergie, et donc l'eau et compagnie. Et donc, dans le réseau des fournisseurs, d'avoir des fournisseurs qui prennent le SCO, ce n'est pas toujours très simple. Il y a des entreprises qui sont dans l'agroalimentaire qui le permettent, qui le peuvent. D'autres entreprises, c'est plus compliqué. Donc voilà, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui sont confrontés à ce problème? Est-ce que vous avez réfléchi à ce problème et autres? Milesh Ker, je vais répondre sur ce point, puisque là, en fait, c'est directement le travail de l'équipe de Euskal Moneta. Donc on est aujourd'hui 10 salariés. Il y a plus d'une cinquantaine de bénévoles qui travaillent. Et on a 3 salariés en particulier, 3 salariés qui sont sur le terrain en train de tisser le réseau, en fait, d'aller au contact des entreprises comme la vôtre pour étudier quels sont les fournisseurs actuels, pour qu'on aille les voir et leur proposer de rentrer à l'ESCO, et proposer aussi des alternatives. Quand il y a des achats qui sont faits sur Internet ou auprès de gros distributeurs, ça peut être proposer des filières plus courtes, des filières locales. Donc ce travail-là de terrain, on le fait et de plus en plus. On se professionnalise là-dessus, parce qu'en fait, c'est des métiers qu'on invente. La monnaie locale, gérer une monnaie locale, c'est des métiers qui n'existent pas. Il n'y a pas de formation là-dessus, on est en train de les créer. Donc voilà, il y a vraiment un savoir-faire qu'on développe. On est encore au début, le SCO circule depuis 6 ans maintenant. Donc voilà, c'est encore jeune et on a encore beaucoup de progrès à faire et de travail à faire. Mais de plus en plus, on trouve des solutions parce que de plus en plus de PME nous rejoignent. Voilà, et donc de plus en plus aussi de PMI. Donc on va travailler aussi de plus en plus avec la CCI pour essayer d'identifier des filières industrielles locales qui permettraient d'avoir des solutions locales, y compris au niveau des fournisseurs. Donc il y a tout un travail qui se fait, qui prendra du temps, mais qui pour l'instant marche bien, puisqu'aujourd'hui, 84% des entreprises du réseau ESCO n'ont jamais rechangé un seul ESCO en euros. Donc c'est qu'elles ont réutilisé, sur plus de 820 professionnels aujourd'hui. Donc ça marche. Il y a quelques entreprises qui ont beaucoup de SCO qui ont du mal à les réutiliser. Donc voilà, elles payent une commission de 5%. Mais ça veut dire aussi quelque part que c'est un succès pour elles, le SCO. Si elles en ont beaucoup, c'est que voilà, ça répondait à un besoin et que ça les intègre dans un circuit local. Bonjour, donc moi j'aurais une question à poser sur les monnaies qui sont inter-entreprises justement. Parce que je me suis renseigné sur le Sardex. Et on a parlé de confiance tout à l'heure. Et j'ai appris que c'est une monnaie locale en Sardaigne créée par des entrepreneurs. Ils sont passés en 2010, ils l'ont créée en 2010. Aujourd'hui, à 70 millions de Sardex payés. Et donc, visiblement, j'ai l'impression que les monnaies locales entre entreprises sont très stables. Donc la question que j'ai à poser, c'est est-ce que les autres monnaies, qu'on utilise aussi globalement dans la population, selon vos recherches, est-ce qu'elles sont plus stables ou pas? Et est-ce qu'elles prémunissent, par exemple, des crises comme 2008, comme les subprimes, etc. Stable, c'est-à-dire que, par exemple, le Sardex, c'est 5 jeunes qui ont créé cette monnaie parce qu'ils ont perdu leur emploi, puisque suite à la crise des subprimes, ils ont été soumis à des entreprises qui ont fait faillite, donc qui ont licencié, alors que si finalement il y avait eu le Sardex avant, l'unité n'était pas dévaluée suite à la crise boursière, et pouvait continuer à payer ses salariés, etc. Donc je ne sais pas si, sur toutes les monnaies locales qu'on a, or, les monnaies interentreprises, est-ce qu'on sait si elles sont stables dans le temps? Est-ce qu'elles résistent à la crise? Est-ce que vous avez fait des recherches là-dessus ou est-ce que c'est quelque chose qui n'a pas encore été démontré? Sur ce caractère durable,
on cite souvent un autre cas qui est une sorte d'ancêtre du Sardex, qui est le VIR, ce qui est aujourd'hui une banque coopérative en Suisse, le VIR, qui a été créé dans les années 30, qui existe toujours aujourd'hui, et qui a développé le principe qui est utilisé dans le cas du Sardex. Et dans d'autres cas, notamment en France, il y a plusieurs PME de ce type qui se sont développées autour du principe d'échange, de transactions interentreprises, réglées non pas ou pas seulement en euros, mais aussi par compensation multilatérale des dettes et des créances dans le réseau. Et donc, ça signifie qu'une transaction, entre deux entreprises qui sont toutes les deux membres du Sardex, par exemple, va être réalisée par un paiement, par exemple, à 60% en euros. Et puis les 40% restants vont être passés sous forme de compte, c'est-à-dire qu'en unité Sardex, on va créditer l'un de l'équivalent des 40% et débiter l'autre de l'équivalent des 40%, sans avoir à débourser de cash, comme on dit. Et donc c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, effectivement, parce que ça permet d'économiser du cash, de la liquidité. Ça permet aussi, dans des situations de crise importantes, et c'est ce à quoi vous vous référez, je pense, de passer le cap de banques qui deviennent tout d'un coup très frileuses. Ça a été le cas en 2009. J'imagine que des entrepreneurs ici présents ont peut-être ce souvenir. En 2009, en France, et peut-être dans les 1, 2, 3 années qui ont suivi, les banques sont devenues extrêmement frileuses pour ce qui s'agissait pour le crédit à leurs clientes entreprises. Et ça a pu conduire certaines entreprises à avoir de graves difficultés. Et donc là, effectivement, ce sont des dispositifs qui évitent ce genre de choses. Donc ça stable, je ne sais pas. Durable, manifestement, oui. Il y a un modèle économique qui fonctionne. Puis surtout, ça produit de la stabilité pour les entreprises. Voilà. Et bizarrement, ce n'est pas très développé pour l'instant. Pardon ? Ce que veut faire, peut-être, la compensation. La question se pose difficilement dans le sens où il y a une tentative en France qui est la sonnante, qui s'est lancée à la fois ce qu'on appelle donc un barter, un système de compensation interentreprise et un système de monnaie locale. Et l'ACPR, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui supervise le secteur bancaire et assurantiel en France, a posé une limite, c'est que dans ce cas-là, les porteurs si la monnaie locale est à la fois aussi un barter, parce que c'est deux systèmes différents quand même, très similaires, s'il y a un système qui mêle les deux, alors la monnaie n'est plus reconvertible en euros. Parce qu'il n'est plus reconvertible en euros, parce qu'il y a création monétaire. Du coup, ça veut dire que si on faisait ça avec l'EUSCO, ça veut dire qu'à partir de demain, les EUSCO ne seraient plus remboursables en euros pour les entreprises. Et là, c'est un autre projet. C'est une autre difficulté. Il faudrait le lancer tel quel. Donc c'est une perspective peut-être à plus long terme, mais nous, on n'en est pas du tout là. On trouve que la monnaie locale déjà a beaucoup d'intérêt en soi, sans aller lancer un barter à côté. Mais ça pourrait être une réflexion. Et c'est aussi une question de cycle. La sonnante s'est lancée à un moment donné où la crise était en train de passer, donc la demande était moins forte. Le Sardex s'est lancé à un moment qui était plus favorable, entre guillemets, puisque c'était la crise, ce qui explique du coup son développement plus rapide. Voilà, il y a une question de cycle et de contre-cycle. Et en ce moment, on serait plutôt sur une phase contre-cyclique en raison de l'abondance de liquidités envoyée par la Banque Centrale Européenne. Est-ce que l'EUSCO, la monnaie du Pays Basque Nord, a vocation à passer au Pays Basque Sud? Pour nous, c'est très clairement une possibilité. C'est écrit dans les règles de fonctionnement de l'EUSCO, c'est l'article 2. L'EUSCO circule au Pays Basque Nord, son passage au Pays Basque Sud est possible. Ça ne dépend pas que de nous, ça dépendra de nous. Déjà, est-ce que nous, parce qu'en fait, l'intérêt de l'EUSCO, c'est que c'est une monnaie démocratique. C'est que les décisions se prennent en assemblée générale. C'est que ce n'est pas nous, les salariés, ce n'est pas uniquement le comité de pilotage, c'est l'assemblée générale qui décidera de ça. Est-ce qu'on souhaite passer au Pays Basque Sud et est-ce que le Pays Basque Sud le souhaite? Voilà. Donc, c'est prématuré aujourd'hui. On a déjà tellement à construire au Pays Basque Nord. On a des contacts avec des gens du Pays Basque Sud qui sont intéressés, à qui on dit, bon ben voilà, pour l'instant, consolidons ce qui existe. Ce serait peut-être dommage quelque part qu'il y ait une autre monnaie au sud qui ne soit pas reliée à la nôtre d'une manière ou d'une autre, parce qu'il y a des passerelles à construire. Mais on a besoin de ça. Et on est, Pour l'instant, il n'y a pas d'équivalent au Pays Basque Sud. Il y a eu quelques projets locaux de monnaie locale complémentaire à Bilbao, aussi à Oñati, dans quelques villages, à Irún aussi avec le San Martial. Mais il n'y a rien de significatif, on va dire, aujourd'hui qui émerge en tout cas.
Moi, j'avais une question pour savoir si on avait théorisé sur est-ce qu'on va vers un modèle où il y aurait non pas plein de petites monnaies locales qui vont se développer partout, mais plutôt des monnaies locales de plus en plus fortes qui peut-être aussi vont aller manger celles qui sont sur les territoires à côté. Est-ce qu'il y a un modèle qui est plus vertueux que l'autre? Et deuxièmement, mais la question est liée. Est-ce qu'il n'y a pas une ambiguïté sur le fait de se rendre compte qu'on réussit une monnaie locale en l'ancrant dans un territoire et le fait qu'on va tous vers plus de mobilité et que nos besoins vont vers, pour des raisons économiques et culturelles, toujours vers davantage d'échanges. Et comme l'a dit Dante, heureusement qu'on a l'euro justement pour développer les échanges. Voilà. C'est une question difficile parce que, alors, là, jusqu'ici, on a rarement pensé la monnaie sous une forme d'articulation fédérale, on va dire. J'emploie ce terme en pensant notamment à ce qui s'est passé en Argentine sur une période relativement longue, hein, qui n'est pas très facile pour l'Argentine, mais entre les années 80 et le début des années 2000, où on a pu avoir une forme d'articulation fédérale institutionnalisée de la monnaie et une articulation avec d'autres monnaies, mais de manière plus sauvage, on va dire. Articulation fédérale en Argentine, c'était le fait que les provinces argentines, certaines, un peu plus de la moitié, y compris la grande province de Buenos Aires, ont émis à un moment donné leur propre monnaie. Alors ce n'était pas pour remplacer le peso argentin, hein, c'était dans une logique de subsidiarité d'une certaine manière. Il y avait des besoins financiers, monétaires qui étaient non couverts dans les provinces, et c'était lié notamment à des formes de restrictions budgétaires très importantes. En fait, les provinces qui devaient recevoir leur part des recettes fiscales de la nation n'en recevaient pas suffisamment, d'où de graves problèmes financiers pour ces provinces. Et certaines d'entre elles ont commencé à émettre, avec leurs banques provinciales, des monnaies provinciales pour compléter tout ça. Et donc on a eu une forme d'organisation institutionnalisée, c'est-à-dire tout à fait conforme aux règles possibles en Argentine, avec le peso au plan national et puis dans certaines provinces, en plus, des monnaies provinciales. Ce type de fonctionnement est encore, j'enlève le encore, est rarement considéré, tout court. On sait assez peu qu'il peut y avoir des fonctionnements articulant des monnaies à différents niveaux sans que l'une expulse l'autre, parce que ça c'est le point important en fait, hein, c'est la coexistence de différentes monnaies qui renvoient à des usages différents. Et précisément, moi il me semble que, et c'est ce que tendent à montrer aujourd'hui l'émergence des monnaies locales et d'autres dispositifs, qu'on peut avoir des coexistences coordonnées, non conflictuelles, de différentes monnaies. Non conflictuelles, c'est-à-dire non sous la logique de la concurrence. C'est pas parce qu'on va avoir deux monnaies différentes que l'une va avoir tendance, disons, à remplacer l'autre. Et donc c'est la logique de complémentarité dont parlait Dante tout à l'heure. Alors d'un point de vue théorique, certains effectivement développent des approches à ce sujet. Alors quelqu'un qui est assez connu dans le domaine, qui est Bernard Liétard, a beaucoup réfléchi sur ces questions de complémentarité à différents domaines, à différents niveaux, pardon. Bernard Liétard qui est mort il y a quelques semaines. Et puis d'autres auteurs qui cherchent à penser ces articulations, dont une collègue, Marie Farr, qui parle de subsidiarité monétaire. Et bon, moi j'essaye de contribuer aussi à ce type de choses, hein, pour penser des systèmes monétaires avec des monnaies multiples, mais articulées et non en situation, disons, de conflit ou de substitution de l'une par rapport à l'autre. Je ne sais pas si je réponds correctement à votre question. Mais précisément, le modèle fédéral est intéressant parce que, malgré le fait que chacun de nous avons effectivement de plus en plus de rapports, je dirais, multiniveaux, multidistances, hein, rapports sociaux, économiques, etc.,
on peut quand même articuler ces niveaux. On a besoin de ces différents niveaux et on a aussi besoin qu'il y ait de la dynamique dans chacun de ces niveaux. Et donc on a à la fois besoin de pouvoir connecter nos camarades, nos amis, etc., qui sont dans les parages, par la téléphonie mobile ou autre. Et puis aussi, on a besoin de pouvoir se connecter à des gens qu'on n'a jamais connus physiquement et qui sont à 1000 km d'ici ou plus. Donc voilà. Et du coup, on a besoin d'outils qui nous permettent de faire ces choses-là. Un des aspects qui m'intéresse le plus, moi, dans l'ESCO, c'est le fait de ne pas pouvoir spéculer avec, que les privés ne puissent pas spéculer. Par contre, on sait que l'ESCO vient de l'euro, c'est-à-dire qu'on change de l'euro. L'euro est placé sur un compte à la nef, je crois, ou sur des comptes à la nef. Cet argent-là, jusqu'à quel point on peut surveiller ce sur quoi on spécule? Alors, aujourd'hui, donc, ça va être demain, parce qu'il y a le change automatique mensuel demain, on va arriver à 1 200 000 ESCO en circulation. Et donc, ça veut dire que nous, à Euskal Moneta, on a 1 200 000 euros en réserve. Où est-ce qu'on met cet argent en réserve? On a choisi 3 banques pour l'instant. La NEF, qui est la banque éthique que tout le monde connaît, j'espère en tout cas, qui mérite d'être connue sinon. Le Crédit Coopératif, qui est notre partenaire bancaire principal. Et aussi la Caisse Solidaire, puisqu'on avait un projet avec la Caisse Solidaire du Nord-Pas-de-Calais, qui s'implantait au Pays Basque, de développement de financement au Pays Basque. Donc on a 3 partenaires qui sont de l'économie sociale et solidaire et qui sont des partenaires dont on sait qu'ils ne spéculent pas sur les marchés financiers. Voilà, l'argent qui est déposé chez eux ne peut pas être forcément directement utilisé pour du prêt. Par contre, il sert à renforcer leur bilan et à développer leur action. Dans le cas de la NEF, c'est extrêmement clair. Il suffit d'aller voir leur site. Tous les projets qu'ils financent sont en ligne. Dès qu'il y a un projet financé par la NEF, dès qu'il y a un prêt, c'est en ligne. C'est uniquement des projets pour l'agriculture paysanne, le logement social et l'écologie. Donc voilà, on sait que l'argent est utilisé à bon escient. Le Crédit Coopératif, c'est une banque qui est aussi dans le milieu des PME, beaucoup, et des associations. Et la Caisse Solidaire, c'est des projets de territoire également. Donc voilà, il y a bien quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est que quelqu'un qui ouvre un compte ESCO et qui change par exemple 200 € par mois de façon automatique, on lui prend 200 € dans sa banque commerciale traditionnelle, peu importe comment elle s'appelle, mais c'est des banques qui en général elles spéculent par contre très fortement. On lui prend 200 € qu'on va mettre dans ces banques-là. Donc déjà, c'est 200 € qui sortent de la spéculation. Et en plus, la personne reçoit 200 ESCO. Donc il y a un double effet. Non seulement on met 200 € par mois de côté dans ces banques à la nef, par exemple, et ça permet d'alimenter cette économie vertueuse. Et en plus, on a 200 ESCO pour relocaliser l'économie sur le territoire. Donc il y a une sorte de double effet qui est extrêmement intéressant dans le processus des monnaies locales. Alors j'ai levé la main parce que je voulais réagir à ce qu'a dit le monsieur par rapport à la nef, et merci d'avoir donné la réponse, Crédit Coop et Solidaire. Alors je fais de la publicité, si vous avez besoin de renseignements sur la nef, venez me voir, je suis sociétaire active du Pays Basque. Et nous avons besoin de beaucoup d'économies de gens qui parlent, pour justement financer que des projets écolos. Et ce qui a surtout, la première chose, c'est de dire que tout est transparent. Voilà. Même si vous n'êtes pas sociétaire, vous pouvez très bien aller sur le site de la nef. Tout est vraiment transparent et nous sommes ici un groupe nef. Voilà. Je voulais aussi redire un peu, moi j'ai beaucoup apprécié ce qu'ont dit les 3 intervenants, qui étaient très complémentaires et très clairs pour moi, parce que j'ai l'esprit un petit peu en sommeil. Et alors, ce qu'a dit Martine Bizotta, c'est-à-dire qu'à un moment, elle a fait un appel en disant « D'ici l'an prochain, chacun en fait 2 adhérents de plus. Adhérentes de plus. » Bravo, 2, c'est un minimum. Et ce que je voudrais surtout rajouter, c'est aussi faire comment on dit, un commerçant, un artisan, un professionnel, voilà. Pas adhérent, comment on dit, agréé, voilà, adhérent, et donc qui est passé par la commission d'agrément. Alors, moi j'ai mes habitudes de commerce, et puis de temps en temps je change, ne serait-ce qu'une boulangerie. Tout le monde va dans une boulangerie, et je regarde s'il y a le logo, et innocemment à la caisse, je dis, vous prenez les ESCO? Et très souvent, les gens ne connaissent pas. La dernière fois, j'ai eu
C'est dans un village. Apparemment, c'est le fils de la maison. Il n'avait pas 18 ans pour moi. Et donc, j'en ai un peu profité. Et chaque fois, j'explique ce que c'est les Eusko. Pas trop longtemps s'il y a du monde derrière, mais j'insiste en parlant un peu fort. Et voilà, il faut faire des adeptes au niveau des professionnels. Et j'ai rencontré, il y a 2 ans, une coiffeuse. Et je lui ai dit, mais comment tu fais pour avoir des fournisseurs locaux? Parce que ça, c'est peut-être un problème pour beaucoup de professionnels. Eh bien, elle avait travaillé avec un professionnel qui se trouve en Soule, je crois qu'elle m'a dit, donc un laboratoire ou un fournisseur de produits cosmétiques. Et ce fournisseur a fait en sorte de faire évoluer ses produits pour justement répondre à sa demande à elle, donc à la demande de... voilà. Et je crois que ça, c'est notre travail. Et alors, ma dernière chose, je pense que je connais plein de visages ici, et je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont déjà plus ou moins dans l'association, dans des associations. Une association, et Dante l'a rappelé tout à l'heure, la décision est prise par les adhérents. Il ne suffit pas d'avoir 10 salariés en disant bon, ils vont bosser, ils font ça très bien et tout. C'est à nous, en fonction du projet qu'ils nous proposent, parce que c'est quand même des propositions qu'ils font, ce n'est pas tout fait, ce n'est pas tout cru, d'y réfléchir et de participer à la décision, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain autant qu'eux. Merci. Alors justement, pour prolonger ce que vous dites, moi je voulais savoir si Euskal Moneta a des objectifs et quels sont-ils en termes d'adhérents à 1 an, 2 ans, 10 ans, je ne sais pas, ou nombre d'entreprises aussi agréées, peut-être aussi en termes de volume monétaire, enfin je ne sais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des objectifs chiffrés? Mineshker, oui. En fait, notre ambition, c'est déjà d'être efficace sur ce qu'on fait, hein, donc vraiment de relocaliser l'économie. Donc j'aime beaucoup l'exemple qui a été donné, parce que ce travail-là, donc déjà un grand merci à tous les militants qui au quotidien font le SCO, parce que le SCO c'est vous, hein, c'est vous qui le faites vivre, c'est vous qui devenez contagieux et permettez à tout le monde de l'utiliser et que ça marche. Donc ça, c'est le travail de terrain qui est fait par tout le monde. Et du coup, on a envie d'avoir un réel impact. On n'est pas là pour se faire plaisir. Il y a beaucoup de travail, on donne beaucoup. Donc le but, c'est que ça marche. Donc là-dessus, on a un partenariat avec l'Université de Bordeaux, grâce à un financement du Conseil régional, qui va permettre de mesurer l'impact écologique, économique et social d'une monnaie locale complémentaire comme le SCO en comparaison avec d'autres, pour avoir une méthodologie d'évaluation. On va être sûr que ce qu'on fait, ça marche. Nous, on est sûr que ça marche. Mais ce sera mieux quand ce seront des chercheurs qui le diront. Voilà, que ça a vraiment étudié à la loupe. La deuxième ambition, c'est de développer un modèle économique, c'est-à-dire d'avoir un autofinancement des frais de fonctionnement sur la cotisation principalement, sur nos propres ressources, pour ne pas dépendre des financements publics. On s'est lancé sans les financements publics à la seule force du bénévolat. On a atteint un certain niveau. Après, la puissance publique est venue en soutien et en renfort. Et avec tous les militants, toutes les entreprises, toutes les associations, ça nous a permis de nous développer. Mais demain, il faut qu'on puisse, sur nos propres ressources, être indépendants et autonomes, parce que ça permet d'avoir une persistance de l'outil avec une gouvernance citoyenne, mais aussi parce que ça permettra de développer des monnaies locales partout ailleurs. Parce que le but, c'est d'avoir une monnaie locale au Pays Basque qui marche, mais qu'il y en ait aussi sur tous les territoires, que la monnaie locale soit un outil à disposition des citoyens pour mettre en œuvre concrètement la transition écologique, accessible comme le sont les paniers paysans, les AMAP, un compte éthique à la nef. Voilà, tout ça doit être accessible et de rentrer dans le quotidien des gens. Donc pour que ça marche, il faut que les collectivités partout puissent éventuellement soutenir le lancement, mais en sachant qu'il y a une perspective d'autonomisation du projet. Voilà, qu'à terme, c'est un projet indépendant. Et pour ça, bien sûr, ça se traduit en objectif pour toute l'équipe derrière d'augmentation du nombre d'adhérents, parce que ça va améliorer la circulation et que ça va améliorer nos ressources. Donc oui, on a des objectifs chaque année de développement du nombre d'adhérents particuliers. Aujourd'hui, on est à 3200 adhérents particuliers. On espère être à 5000 en 2021. De nombre de comptes qui sont ouverts. Aujourd'hui, il y a 1400 particuliers qui ont ouvert un compte. Voilà, il y a plus de 55 000 EUSCO qui sont changés sur ces comptes chaque mois. Il y a 820 professionnels. Il y a 17 communes qui ont adhéré. Hein, donc, sur 158 communes du Pays Basque, ça laisse encore un petit peu de marge de progression. Hein, donc voilà, les communes sont aussi des acteurs économiques importants pour payer en EUSCO et aussi pour accepter dans les services publics locaux
Par exemple, à Hendaye, on peut payer la piscine ou le centre de loisirs en Eusko. Voilà, ça c'est vraiment des choses intéressantes. Bientôt à Bayonne, la piscine également. Il y a beaucoup de choses qui se font. Voilà. Tout ça, il y a des objectifs progressifs, réalisables, pour construire un modèle de monnaie locale voilà, qui permettent vraiment de changer la donne au niveau des territoires, mais sur tous les territoires après, au-delà du Pays Basque. Je rebondis juste ce que sur Didant. Il sait quelle question je vais poser déjà, mais il a fini en disant les territoires au-delà du Pays Basque. Alors justement, une entreprise qui est basée à Tarnos aujourd'hui qui souhaite pouvoir utiliser les Eusko, on ne peut pas. Voilà. Donc, alors c'est vrai que c'est pas le territoire du Pays Basque. Bon, c'est un bassin de vie, donc voilà. Je remets le sujet sur la table, même si je connais déjà la réponse. Midesker. Très bien. Donc, en fait, à chaque territoire sa monnaie et à chaque territoire a besoin de créer sa propre dynamique. Dans le Béarn, ils ont lancé la Tinda, qui du coup a été lancée, a un peu patiné, ils la relancent. Et là, on est à leur côté. C'est-à-dire qu'on participe à leur, nouveau projet de développement. On va leur proposer des formations sur les métiers de la monnaie locale. On va les accompagner, on leur donne du conseil. Et on est là pour ça. Et même du coup, l'Institut des monnaies locales qu'on a créé permet à nous de dégager du temps, y compris de salariés, puisque derrière, ils vont pouvoir payer une formation qui vont se faire rembourser par la formation professionnelle. Et nous, ça nous permet de dégager du temps pour de la formation et de l'accompagnement. Dans le cas des Landes, je reconnais que c'est un peu différent, dans le sens où les Landes, en tant que telles, ne forment pas forcément un territoire homogène de bassin de vie. Entre Dax, Mont-de-Marsan et Tarnos, voilà, il n'y a pas la même fluidité, et c'est vrai que Tarnos est très rattaché à Bayonne et au reste du Pays Basque. Voilà, on a nos propres limites. Quelque part, c'est, en tant qu'adhérent à l'EUSCO, peut-être un sujet à apporter à l'AG, mais ce n'est pas nous qui avons décidé. Mais voilà. Après, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution nous oblige à délimiter un territoire. Donc nous, pour l'instant, c'est Iparralde, c'est le Pays Basque Nord. Voilà. Si on doit bouger ça, ça va bouger beaucoup de choses. Et est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Ça se discute, démocratiquement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Galderarik barin bada, azken bat, bi agian, on peut prendre peut-être une ou deux questions au maximum, parce qu'ensuite il y aura un buffet et la suite de la journée. C'est pas pour mettre la pression, mais... Ordiane, non, sérieusement, on peut prendre encore une ou deux questions. Alors, avant le mot de conclusion, azken hitza aintzin, je vais expliquer la même chose rapidement ensuite en français. Aipatu dugu elkarte bat girela, beraz, zuen agendetan markatzen alduzue biltzar nagusia maiatzaren 18an izanen dela, Lekornen, larun bat goizarekin. On a parlé de la gouvernance démocratique de l'association, que nous sommes une association. Vous pouvez noter sur vos agendas que l'Assemblée générale aura lieu le samedi 18 mai à Mendionde. On aura l'occasion de le communiquer à nouveau, mais vous pouvez déjà le noter. Milesker anitz.